Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat. Je ne sais pas si vous savez, mais moi, j'ai créé 2 business au cours de ces 3 dernières années. Donc, j'ai mon business de bonnet chauffant, c'est-à-dire que c'est des bonnets capillaires que l'on met lorsque l'on fait un masque afin que le masque pénètre en profondeur la fibre du cheveu. Et j'ai aussi créé mon académie de formation par la suite. Donc, je forme les personnes à investir sur le long terme, en bourse principalement, mais aussi dans les crypto-monnaies et les métaux précieux. J'ai aussi ma formation sur le mindset de l'abondance et le mindset de l'argent. Et il y a la formation budget. Avant ça, j'étais employée. Donc, pendant 4 ans, j'ai été employée dans une multinationale. Donc, je sais exactement ce que c'est d'être employée et d'être entrepreneur. Je peux vraiment avoir une vision des deux. Je pense pas qu'il y a forcément un qui est mieux que l'autre. Et je pense que chaque personne va trouver un avantage soit dans l'un, soit dans l'autre. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voulais vous répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram, sur l'entrepreneuriat, sur la création de business, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en 3 parties cet épisode. Comme ça, vous pourrez retrouver les infos et je vous mettrai la timeline sur YouTube si vous la souhaitez. Donc, il va y avoir la première partie qui va être un petit peu plus sur vraiment comment créer un business, combien ça rapporte, en combien de temps est-ce qu'on en vit, quelles sont les différentes étapes. Après, il va y avoir une partie un petit peu plus administrative et après, une partie un petit peu plus perso. Comment est-ce que j'arrive à jongler entre ma vie perso, ma vie pro, quel impact ça a sur ma vie, est-ce que je préfère par exemple être entrepreneur qu'être employé, etc. Enfin bref, je veux vous répondre à toutes ces questions. Donc, pour commencer, on m'a demandé un petit peu mon parcours. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai créé 2 business. Avant ça, j'avais créé un podcast qui a fonctionné, mais pas tant que ça. Mais en fait, c'est en créant mon podcast que ça m'a vraiment lancée sur l'entrepreneuriat. Parce que j'interviewais différentes personnes qui étaient notamment entrepreneurs. Et donc, ça m'a vraiment un petit peu poussée là-dedans. Ça m'a mis le pied à l'étrier, si vous voulez. Et après, par la suite, j'ai d'abord créé ma marque de bonnet chauffant. Et une fois que ça s'était lancé, j'ai commencé YouTube. Et une fois que YouTube s'était lancé, j'ai commencé à créer ma première formation, puis la deuxième, etc. Ensuite, donc dans les questions, j'avais quelles sont les questions à se poser avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Par quoi se lancer en premier ? Donc, pour moi, il y a différentes questions qu'il est important de prendre en compte. Le premier, ça va être l'aspect financier. Est-ce que tu as de l'argent pour démarrer ton business ou pas ? Parce que ça va vraiment jouer sur le type de business que tu vas pouvoir ouvrir. Si tu n'as pas d'argent pour pouvoir créer un business, créer une marque où tu vas devoir acheter ton stock, c'est pas possible. Il va plutôt falloir que tu fasses des produits en ligne, des produits digitaux, comme par exemple des e-books, des formations, etc. Parce que là, tu auras des plus petits coûts, même si généralement, il y a quand même un minimum, mais tu auras des beaucoup plus petits coûts en faisant ça. Donc, ça, c'est la première question à se poser. Parce que si tu as de l'argent, tu peux faire certains business. Si tu n'as pas d'argent, il y a certains business que tu vas devoir éliminer. Ensuite, quels sont tes centres d'intérêt ? Moi, quand j'ai créé ma marque de bonnet chauffant, je me suis dit, il faut que je trouve un produit sur lequel je vais être capable de parler pendant des heures et des heures. Parce que sinon, en fait, je me suis dit, je vais pas pouvoir faire le marketing et du coup, je vais être à court d'idées et mon produit va pas se vendre. Parce que si j'en parle pas et que je le kiffe pas trop, personne va être au courant de ce produit. Donc pour moi, c'est important que ce soit dans une niche qui t'intéresse. C'est pas forcément ça n'a pas besoin d'être ta passion, mais il faut que ça t'intéresse et il faut que tu aies envie de faire des recherches dessus, t'informer dessus pour pouvoir après marketer ton produit. Ensuite, pour moi, ça va être produit physique ou individuel. Les produits physiques, c'est quand même plus complexe. Tu as beaucoup de prestataires, tu as ton producteur, après tu dois envoyer à l'entrepôt, après tu as les envois et les retours, il peut y avoir des produits qui sont abîmés, etc. Chose que tu vas pas forcément avoir avec des produits digitaux. Par contre, les produits digitaux, souvent, ça demande plus de travail en amont dans le développement. Donc, c'est un peu voir qu'est-ce qui correspond le mieux et qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire. Après, c'est les langues parlées, parce que pareil, pour créer ma marque de bonnet chauffant, il fallait que je traite avec des prestataires qui ne parlaient absolument pas français. Donc, il fallait parler anglais. Et donc, dans ces cas-là, si tu ne sais pas parler anglais, il y a certains business, par exemple des business internationaux, que tu ne pourras pas faire tout simplement. Pour moi, c'est des questions essentielles à se poser si tu veux vraiment que ton business soit successful. Même si maintenant, avec ChatGPT, tu peux faire énormément de choses, je trouve que c'est important quand même de parler la langue. Et ensuite, pour moi, il y a les formations que tu peux faire autour de ces différents business. Moi, je pense que quand on veut démarrer un business, c'est bien de faire une formation parce que ça te permet de bien démarrer, en fait, tout simplement. Moi, c'est comme ça que j'avais démarré mon business de bonnet chauffant. Ensuite, on m'a demandé des questions si j'ai prospecté pour avoir des clients, etc. Alors, non, par contre, j'ai trouvé énormément de mes prestataires qui m'ont prospecté par email. Et je voulais vous partager un petit tips. Moi, tous les prestataires que j'ai reçus par email, c'est des personnes qui m'ont
montrer ce dont ils étaient capables. Par exemple, je prends mon copywriter, il a pris mon site et il a montré il m'a dit, ok, ça c'est l'axe d'amélioration, je ferai plutôt ça, j'écrirai plutôt ça comme titre, j'ajouterai telle partie et telle partie. Et en fait, il m'a montré ce dont il était capable et il m'a montré toutes les pistes de réflexion que je pourrais avoir pour améliorer mon site internet. Et donc là, je me suis dit, ok, intéressant, je vois qu'il y a quelque chose de bien. Mais il m'a montré toutes les améliorations à faire. Des choses à pas faire que par exemple j'ai pu avoir, c'est on va m'expliquer mon propre business. On va me dire, là, tu vends via tel site, tu récupères des clients via tel site, tu fais ci, tu fais ça. Non. Par exemple, ça, je trouve pas ça agréable. Surtout que la plupart du temps, ils font des erreurs parce qu'ils n'ont pas assez analysé mon business et donc ils vont essayer de m'expliquer mon business alors que c'est moi qui connais le mieux mon business. Donc ça, c'est des choses qui sont pas à faire. Par contre, dire, ok, je vois ça sur ton site et je pense qu'il y a ça comme amélioration à faire, que ça pourrait t'apporter plus, là, on voit une différence. Par exemple, même pour la personne qui m'a fait mes miniatures, eh bien, elle a pris une de mes miniatures et elle a dit, OK, voici tous les axes d'amélioration, voici la miniature que je te proposerais si c'était moi qui m'en occupais. Et donc là, je me suis dit, OK, intéressant. Donc, moi, j'ai pas forcément eu besoin de prospecter. Par contre, j'ai eu besoin de faire des ads pour, par exemple, mon business de bonnet chauffant. J'ai fait des Amazon ads pour que mon produit soit connu. Et pareil, ça coûte cher. Donc, il faut avoir de l'argent. Moi, c'était mes propres fonds parce que j'avais économisé pendant pas mal de temps pour pouvoir créer cette entreprise. Ensuite, en combien de temps est-ce que j'ai pu en vivre ? Donc, ça, c'est une question qu'on me pose très souvent et ça va dépendre tout simplement de ton niveau de vie. Parce que si c'est 1 000 € par mois que tu dois générer pour garder le même niveau de vie qu'avant, c'est pas la même chose que si tu dois générer 6 000 € par mois. Moi, personnellement, c'était mon salaire 6 000 € par mois. Et j'avais pas envie de réduire mon niveau de vie et ma qualité de vie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tant que je n'atteignais pas en fait ces 6 000 €, eh bien pour moi, je ne pouvais pas en vivre. Donc on va dire entre la création de ma société et vraiment voilà de mon business, etc. et le moment où j'ai pu réellement en vivre, il y a bien 2 ans, voire 2 ans et demi pour vraiment égaler tous les mois, etc. Je dirais 2 ans avant que je puisse avoir en fait le même salaire avec mon activité que quand j'étais employée. Mais donc, ça va varier en fonction de l'objectif en fait que tu vas avoir. Mais dites-vous que c'était ça, moi, c'était à peu près 2 ans. Et ensuite, j'avais une autre question, c'est est-ce que je pense que c'est important de comprendre les besoins de ses clients pour créer un business ? Et oui, totalement. En fait, si tu ne comprends pas ton client, les besoins de ton client, les peurs de ton client, les envies de ton client, tu ne pourras jamais lui vendre quoi que ce soit. Parce que le marketing, c'est justement de comprendre en fait ce dont le client a besoin et de lui dire justement, je t'ai créé un produit qui va répondre à tes besoins, à tes problématiques. Et du coup, lorsque tu vas faire du marketing, tu vas lui dire oui, c'est ça ton problème et c'est ça la solution et je comprends ce problème-là et j'ai justement créé le produit parfait pour que tu aies la meilleure solution possible et que ça te facilite la vie. Donc, comprendre réellement ce qui se passe dans la tête de ton client, c'est absolument essentiel pour n'importe quel business. Ensuite, là, j'avais 3 questions qui étaient plus d'un côté administratif. La première, c'était est-ce que l'entrepreneuriat vaut le coup en France ? Comme vous le savez tous, il y a énormément de taxes en France, que ce soit les impôts, donc sur les sociétés, que ce soit la TVA, que ce soit après les charges sociales, lorsque tu te payes un salaire en tant qu'employé de ta propre entreprise et que tu es gérant de ton entreprise, si tu te verses 1 000 €, tu dois verser 1 000 € à l'État. Un plaisir, autant dire, vraiment. Mais donc ça coûte très, très, très cher. Et je ne vais pas vous mentir, c'est extrêmement frustrant et particulièrement quand c'est tes débuts. Parce que quand c'est tes débuts, tu travailles comme une dingue pour pouvoir gagner quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros, et qu'en fait, il y a la moitié au moins qui part à l'État. Et je peux vous assurer que c'est pas agréable, c'est assez frustrant et que tu te dis peut-être que je pourrais en vivre de mon activité, mais en fait, vu que je dois tellement payer de charges, etc., eh bien, soit je me paye et je me paye moins, ou alors je garde mon salaire d'employé et du coup, l'argent, je le laisse sur la société en attendant, quoi. Et je trouve, personnellement, moi, je l'ai très, très mal vécu. Et je trouvais pas ça juste parce que je me voyais travailler comme une dingue, payer énormément de taxes, etc. Et je voyais aussi, malheureusement, à cette époque-là, j'avais beaucoup de personnes dans mon entourage qui abusaient énormément du système, qui avaient énormément d'aides ou qui étaient en chômage et qui cherchaient absolument pas d'emploi. Et j'étais là, moi, je travaille comme une dingue, je contribue énormément et je peux pas réellement profiter de mon argent. Et en même temps, ces personnes-là, elles font rien et elles profitent
de cet argent. Je sais que c'est pas tout le monde va pas accepter cette manière de penser, mais moi c'était extrêmement frustrant pour moi, surtout que j'étais employée. En plus de ça, je travaillais tous les soirs, tous les week-ends. J'avais quand même assez peu de plaisir à l'époque, et du coup c'était assez dur pour moi d'accepter cette situation. Mais bref, peu importe. Donc est-ce que ça vaut le coup ? Oui, pour moi, je pense que si tu commences, ça sert à rien de s'expatrier dès le début parce que ça coûte cher aussi de s'expatrier. Par contre, je pense qu'à partir d'un certain moment, oui, ça change complètement ta vie d'avoir beaucoup moins de taxes, de frais, etc., de TVA, etc. Ensuite, l'autre question, c'est est-ce que c'est possible d'être entrepreneur et d'être employé ? Et la question, c'est oui. Moi, je l'ai été pendant très longtemps. Il y a juste des fois des clauses de non-concurrence. Donc, si tu essayes de monter une boîte dans la même niche qui ferait concurrence à la boîte pour laquelle tu travailles, là, ça pourrait poser soucis. Donc, dans ces cas-là, oui, ça peut être un problème. Mais dans les autres cas, en fait, la plupart du temps, il n'y a absolument aucun souci et tu peux faire les deux. Après ça, j'avais une autre question qui me disait l'administratif, ça me fait peur dans l'entrepreneuriat. Que faire ? Quand tu es auto-entrepreneur, moi, je ne l'ai jamais été, j'ai directement ouvert une société. Donc, là, je ne pourrais pas parler pour ça. Par contre, je peux vous parler pour la société. Et honnêtement, quand tu ouvres une société, tu es obligé de prendre un comptable. Et en fait, le comptable, il fait tout pour toi. Déjà, ce qu'il faut savoir, information très importante, c'est qu'un rendez-vous avec un expert comptable, c'est gratuit. Donc, si vous avez une question sur la création d'une société, sur un document, peu importe, passez un coup de fil à un expert comptable et posez-lui les questions et il va vous donner toutes les informations gratuitement. Je sais que la plupart des gens ne le savent pas. Ensuite, ça ne coûte pas non plus des milliers d'avoir un expert comptable. Ça coûte à peu près 300 € par mois, voire un peu moins. Je crois que c'est 260, quelque chose comme ça. Et il s'occupe de tout. Il s'occupe de faire les déclarations. Il s'occupe de faire les contrats aussi. Bon, là, il y a un peu plus de frais pour ça si besoin. Mais bref, en fait, il va s'occuper de tout. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur de ce côté administratif parce que si tu passes en tout cas par une société, t'as quasi rien à faire. Et quand vous avez les influenceurs qui vous disent « Ouais, je fais la compta, c'est trop compliqué, etc. » Non, franchement, la compta d'une entreprise, surtout en plus quand t'es influenceur, c'est juste relier des factures avec des paiements. Vous avez payé un Uber 12 €, vous allez sur votre application Uber, télécharger le reçu de 12 € du 12 avril et vous le liez les uns aux autres. C'est vraiment extrêmement simple. C'est juste pas très passionnant. Et moi, personnellement, je me mets des vidéos YouTube quand je fais ça. Et même maintenant, j'ai la chance d'avoir une assistante qui s'en occupe. Ensuite, j'avais des questions du coup un petit peu plus sur le perso, etc. Est-ce que je délègue et est-ce qu'il faut déléguer ? Et la réponse est oui, absolument. À partir du moment où on a les moyens, faut pas forcément déléguer dès le début. Moi, je sais que je pouvais avoir cette erreur où j'avais lu tous les livres qui disaient faut déléguer, faut déléguer, faut déléguer. Du coup, je faisais appel à des personnes des fois sur Fiverr qui coûtaient très peu d'argent. Et franchement, c'était pas toujours très quali. Et honnêtement, oui, ça coûtait rien, mais en même temps, ça m'apportait pas tant que ça. Par contre, là, je me rends compte actuellement, maintenant, je vais avoir une assistante, j'ai un monteur, j'ai quelqu'un qui fait mes miniatures, je vais avoir quelqu'un qui va s'occuper justement du développement des séminaires en physique, etc. Pour la partie event, pas la partie contenu, parce que ce sera moi. Mais voilà, je commence à m'entourer justement parce que je me rends compte que je peux pas tout faire et que si tu veux faire grandir ton business, faire aussi de nouvelles choses, de nouveaux projets, il faut s'entourer parce que sinon, en fait, on n'a que 24 heures dans une journée, tout simplement. Et que ça aussi améliore la qualité du service. Moi, par exemple, depuis que j'ai mon assistante, je suis sûre que mon service client est bien meilleur, tout simplement parce que elle va répondre tous les jours, qu'elle a vraiment le temps de répondre, etc. Qu'elle fait pas ça genre de 20h à 21h le soir comme je pouvais faire parce que tout le reste de la journée, j'étais méga occupée. Donc oui, il faut déléguer si c'est possible à partir du moment où c'est possible pour toi. Et il faut revoir aussi ses objectifs. C'est-à-dire que si ton objectif, c'est de vivre de ton activité, il faut pas déléguer tout de suite. Il faut d'abord atteindre le niveau de vie que tu veux atteindre et après, tu vas déléguer. Ensuite, comme autre question, j'avais comment gérer vie pro, vie perso ? Est-ce qu'il faut s'arrêter complètement de travailler quand on est dans un moment perso, etc. Moi, ma réponse, c'était que je pense pas qu'il faut vraiment limiter temps pro, temps perso, etc. Mais qu'il faut trouver sa propre balance à soi. Je discutais avec l'une d'entre vous récemment qui me disait comment tu te fais pour te lever si tôt, comment tu y arrives. Moi, personnellement, ma balance, c'est que j'arrive à me lever à 5h30 toute la semaine. Par contre, le samedi et le dimanche, la plupart du temps, j'ai besoin de dormir. Donc, je vais me lever à 10h le dimanche et le samedi. Mais elle, tu vois, elle me disait, moi, j'arrive pas à me lever tard le week-end. Ok, là, peut-être qu'il va falloir se lever à 6h30, 7h toute la semaine, voire 8h.
Et du coup, le samedi et le dimanche, tu te lèves aussi à 8h. Donc en fait, tu as plus de temps que moi dans ta journée du dimanche parce que tu te lèves 2 heures ou 3 heures plus tôt que moi. Donc c'est apprendre à trouver sa balance et on n'a pas besoin de délimiter, de dire ok, là c'est moment restaurant, donc absolument interdit de parler de taf. Bien sûr, il faut avoir d'autres conversations. Si ta conversation, c'est que le taf, j'en sais rien, tu vends des voitures et que tu fais que parler de voitures et que tu fais que parler du taf et que de tes collègues, il y a un petit souci dans la relation. Mais si, à un moment, ça va être une discussion, j'ai besoin de me confier ou j'ai besoin de ton avis sur un certain sujet, etc. Pour moi, on n'a pas besoin de dire, OK, là, il faut mettre une barrière, là, il faut mettre une limite. Et encore plus dans l'entrepreneuriat où, en fait, ça fait partie intégrante de ta vie. Donc, pour moi, c'est vraiment trouver sa balance et aussi savoir dire à des personnes, OK, là, j'ai pas envie de parler taf. Par exemple, j'en sais rien, je suis en République dominicaine avec mes amis. Et puis, on va faire une excursion. Et là, j'ai une pote qui va me dire pendant l'excursion, ouais, tu penses quoi? Il y a le S&P 500 qui a baissé, t'en penses quoi et tout. Si moi, j'ai pas envie d'en parler à ce moment-là, je vais dire, écoute, je t'avoue, j'ai trop la flemme d'en parler là maintenant. J'ai plus envie de rigoler, etc. Mais par contre, si tu veux, on se pose demain et on en discute et tout. C'est aussi savoir mettre en fait ses limites auprès des autres et savoir aussi se mettre ses propres limites. Mais pour moi, on n'a pas besoin de délimiter, on n'a pas besoin de se dire, il y a les week-ends, il y a machin, etc. C'est juste trouver ta propre balance à toi. Ensuite, j'avais comme autre question, comment gérer le stress financier? Donc, moi, mon stress financier, je l'ai géré tout simplement en arrivant à avoir des revenus récurrents tous les mois. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller chercher des clients tous les mois. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter tous les mois de si je vais percevoir de l'argent. Et donc, ça apporte quand même une certaine tranquillité dans mon business parce que j'ai ces revenus récurrents. Et aussi parce que à partir du moment où j'ai décidé d'en vivre totalement, c'est un moment où ça faisait déjà plus de 6 mois que mes revenus étaient stables. Ils ont augmenté, mais j'étais sûre que j'avais un minimum tous les mois qui arrivait sur le compte. Et je vous avais fait, je crois, une vidéo vraiment détaillée là-dessus. Mais c'est ça qui m'a permis, en fait, pour moi, de réellement vivre à 100% de mon activité et de réellement être sereine avec ça. Vous le savez, moi, c'est très important d'avoir une sécurité financière. Je ne peux pas gagner un jour 1000 et l'autre jour 10 000, et de ne pas avoir une base constante. Peut-être qu'il y a des fois, ça va faire un x10, mais je sais que j'aurai toujours un minimum qui va me permettre de me payer mon salaire. Et moi, je me paye le même salaire tous les mois. Et ça, c'est ce qui fait que j'ai pas besoin de stresser pour ça. Et c'est ce que je vous recommande. Avant de vouloir quitter votre job, etc., faites en sorte d'avoir des revenus qui soient récurrents et constants. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir avoir une certaine sérénité et savoir que, OK, il y a des revenus qui viennent tous les mois. L'entreprise, elle commence à avoir sa stabilité financière. Et là, je vais pouvoir quitter mon job. Mais ne quittez pas alors que le mois dernier, vous avez fait 500, le mois d'après, peut-être vous avez fait 3000, mais celui d'après, vous avez fait 30 euros. Enfin, c'est pas possible. On peut pas vivre comme ça et moi, je le souhaite à personne, c'est pas agréable. Ce qu'il faut, c'est avoir une stabilité. Si par exemple, ton objectif, c'est 2000 et que tu as 2000 tous les mois depuis 6 mois, OK, là, tu peux te dire, je peux quitter mon job. Mais si t'as pas ça, garde les deux ou voilà un petit job en plus parce que vraiment, avoir une stabilité financière, c'est important et on sait tous que d'avoir le stress de payer ses factures, de ne pas pouvoir se rémunérer, de ne pas pouvoir maintenir son niveau de vie, etc. Tous les mois, c'est pas possible en fait de vivre comme ça, de constamment stresser sur payer pour n'importe quelle sortie, pour n'importe quel plaisir, pour n'importe quel, même des choses basiques, genre te vêtir, etc. Si tu stresses constamment, c'est pas une vie en fait. Tu dors mal, ça impacte toi, ta santé mentale, ta santé physique, etc. Donc non. Il faut prendre les devants, vraiment se sécuriser et après, tu prends ton envol. Pour finir cette vidéo, je voulais juste vous mettre en référence de ce podcast. J'ai fait une vidéo vraiment où j'explique étape par étape comment j'ai créé mon business de e-commerce, donc My French Tutorial, ma marque. Je vous explique vraiment les recherches avec les fournisseurs, etc. Donc si vous voulez un truc vraiment plus technique sur les recherches, les sites, etc., je vous mets ça en description de ce podcast. Vous pourrez aller la voir. Elle est sur YouTube. Bien sûr, c'est totalement gratuit. Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode en tout cas. Et je vous souhaite une très, très belle journée, très belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.